Eh bien, dans le cadre du TP3, ce que vous allez avoir à faire, c'est un modèle de données, des maquettes pour un petit site web et par la suite, à l'aide de JavaScript et de votre base de données, on va afficher de l'information sur des pages en allant la chercher par une interface REST à l'intérieur de la base de données. J'ai donné qui est avec nous aujourd'hui. La première partie à remettre la semaine prochaine, c'est le modèle de données et les petits écrans. La deuxième partie, ça va être la partie reliée entre la base de données et vos pages HTML. Donc, vous avez compris les BD et à la suite de votre précédent TP, bien, pour repartir l'économie, vous allez aider des entreprises à faire un site web dynamique. Donc, vous devrez modéliser et implanter une base de données, utiliser Git et créer des pages web dynamiques. C'est un travail d'équipe qui doit se faire avec un maximum de 2 équipiers. Donc, consigne générale, le système devra comprendre au minimum 4 tables, maximum 6. Au moins 3 écrans HTML, maximum 5. Vous devrez utiliser un CSS pour 2 pages et à l'intérieur du site, 2 pages devront contenir un programme JavaScript pour aller chercher de l'information et mettre à jour de l'information dans la BD. Et là, vous pouvez poser la question, monsieur, on a fait des gros morceaux de site HTML, est-ce qu'on pourrait remplacer, mettons, par exemple, la page des produits de notre site web par quelque chose qu'on irait chercher d'une BD, mettons, pour la description? La réponse, c'est oui. Dans ce cas-là, les gabarits d'écran, vous ne serez même pas obligé de redessiner les gabarits d'écran. Vous pourrez tout simplement me faire une prise d'écran de votre HTML et redessiner par-dessus la partie que vous entendez faire dynamiquement. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il quelqu'un qui ne comprend pas ce boulot? Donc, qu'est-ce que vous devez remettre pour dimanche prochain? Un court document Word que vous allez appeler analyse sommaire. Je vous ai donné un gabarit. Ouvrez-le. Le squelette est déjà tout fait pour l'analyse. La partie 1 va être remise sur Léa. La partie 2, qui est le site web et vos programmes JavaScript, vont être remis sur GitHub. Bon, vous devez naturellement faire une page de garde, le nom et les DA des équipiers et vous expliquer la nature du projet. Donc, explication courte, 2 à 3 paragraphes. Modèle de données logique avec les 4 assistables créés avec SQL Developer. Prenez une prise d'écran, mettez ça dans le document Word. Je veux le modèle de données logique. Vous devez me mettre les clés de lecture. Les clés de lecture, c'est toujours la même chose. C'est le, entité, doit ou peut, votre verbe, un et un seul ou un et plusieurs. D'ailleurs, il y a un exemple dans l'analyse. Après ça, croquis de 3 à 5 écrans. Le croquis, ça peut être des prises d'écran du site web que vous avez fait déjà en HTML. Puis après ça, bien, vous générez les fichiers de création de base de données et les scripts d'insertion de données. Fait que si tu vas aller chercher l'information des produits dans une table, ben, il va falloir que tu fasses un insert into la table avec les valeurs des colonnes. Ça, c'est pour le premier livrable. Le second,
ben, j'ai dit un fichier zip, ce n'est pas nécessairement un fichier zip, je vais le prendre à même votre dépôt distant. Et là, ben, vous faites quelque chose qui ressemble un peu au TP1. Vous me faites un document Word qui va contenir la partie des reflogs en prise d'écran et votre journal d'acquisition de compétences. Donc, moi, il faut que je puisse rouler vos scripts, créer la BD, charger votre site web à partir de Git, l'exécuter et voir que l'information se met à jour dynamiquement à partir du code JavaScript que vous allez avoir écrit. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'objectif du travail? Ce n'est pas un travail qui va être très gros. Pourquoi? C'est parce que la connexion à la BD, je vais vous fournir le code de démarrage. Vous n'écrirez pas ça à partir de rien. Là. Fait que je vais vous montrer comment configurer votre base de données pour être capable de l'accéder. Et je vais aussi vous fournir le code pour aller chercher de l'information dans une base de données et aller emporter. Mais ça va vous donner une idée comment on peut, à l'aide du code JavaScript, faire des sites dynamiques. Autrement dit, comment afficher certaines parties du site web en fonction du contenu qu'on va chercher. Pour l'évaluation, la partie 1, qui est l'analyse que vous devez remettre dimanche, ça compte pour 35 points. Et la deuxième partie, 65. Là, par exemple, votre site doit être un petit peu plus ergonomique. C'est dans le premier, c'était vraiment pour vous faire travailler. Il y en a qui m'ont livré de très beaux sites web. Vous n'aurez même pas à retoucher à vos pages, à vos CSS. C'était très bien. Vous allez vous focusser sur le JavaScript. Alors là, je vais être évalué selon les meilleures pratiques de programmation, vos noms de variables, pas de variables globales, etc., etc. Journal des acquisitions et le livrable que je prends sur Git. La partie 1, ben, en fait, les explications de ce que vous allez faire, votre modèle de données avec les contraintes appropriées, et là, vous vous séparez ça. Il y a un étudiant qui va faire le modèle de données, puis l'autre qui va décrire les entités et faire les clés de lecture. Bon, les croquis d'écran ou les screenshots, les prises d'écran, pour ceux que leur site web est dans un beau format, ben, après ça, vous mettez pas juste un écran, boum, dans le milieu. Vous me dites à quoi il sert. Ça n'a pas besoin d'être long, 2 phrases. Donc, un titre, la prise d'écran, une phrase ou 2. Ensuite, le modèle relationnel et les scripts d'insertion de données commentés. Et vous devez vous diviser le travail pour les scripts et vous m'identifiez c'est qui l'étudiant 1, c'est qui l'étudiant 2. Est-ce qu'il y a des questions? Ici, là en haut, ça devrait s'appeler travail 3. Alors, on peut regarder le gabarit d'analyse. Vous mettez vos noms DA. Et tout le squelette ici de ce que vous devez faire, là, naturellement, c'est pour un exemple. Ça, c'est la consigne. Là, la nature du projet, vous mettez ce que vous voulez.
Hein? Donc, moi, j'ai expliqué qu'il y aura une page d'accueil qui expliquera le site. Ça va être vendeur, il y aura un menu vers d'autres pages, un menu qui offre des cours, etc. Modèle de données logique. Vous faites un petit paragraphe. Vous ne mettez jamais un diagramme là sans mettre rien. Vous l'expliquez. Ensuite, les clés de lecture. Donc, un étudiant peut suivre un ou plusieurs cours offerts. Un cours offert peut comprendre un ou plusieurs étudiants, puis vous faites ça avec l'ensemble des liens. Comprenez, là, que moi, j'en ai fait juste un. Là. Dans le cas ici, je devrais avoir 1, 2, 3, 6 clés de lecture. Après ça, les croquis d'écran. Un petit paragraphe pour expliquer ce que c'est. Un autre croquis d'écran. Un petit paragraphe pour expliquer ce que c'est. Puis après ça, vous mettez votre bibliographie ou la liste des sites qui vous ont inspiré. C'est tout. Alors, c'est un travail qui, à deux, devrait, grosso modo, prendre peut-être 4 à 5 heures. Maximum divisé en deux. Et vous avez déjà tout le gabarit qui vous reste à remplir. Et ceux qui ont déjà un site web qui était quand même joli et fonctionnel, vous comprenez qu'il reste à taper un peu de texte, faire le modèle de données, faire vos scripts. N'oubliez pas, là-dedans, là, les scripts ne sont pas là, mais c'est un livrable que vous devez donner. Sauf qu'un coup, vous avez fait le modèle de données logique. Faites votre relationnel, vous générez le script, c'est terminé. Là. Il vous reste un script que vous devez vraiment écrire, c'est le script d'insertion des données. Ça va? Ceux qui ont des équipiers qui avaient eu des problèmes dans le premier TP, vous avez le droit de refaire vos équipes. Et je vais vous donner ça ici, c'est quand vous allez ouvrir l'invitation. Ça va faire la même chose que la dernière fois, mais ça va être pour le TP3. Alors là, je vais vous donner ça dans le chat. Alors là, pour vous rappeler, quand vous allez sur ça, un seul des deux membres de l'équipe crée l'équipe. Les autres, tout ce qu'ils ont à faire, le deuxième membre, ça va être de joindre l'équipe. Ça va? On fait quoi si notre coéquipier dans le cours est seulement dans le cours de mercredi? Est-ce C'est pas qu'on attend grave. ou... Un, tu peux sûrement y envoyer un mio. Deux, créer Ouais, l'équipe, envoie un mio. ok. Et de toute façon, la partie Git, c'est la deuxième partie du TP. Je vais aussi mettre l'invitation du TP3.
Tiens, et je l'ai aussi mis directement dans le livrable 2. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur comment va fonctionner le TP3? Bon, parfait. J'ai dû être très clair. Maintenant, on a un quiz mercredi. Hein? Et le quiz va vous être distribué directement par Mio. Donc, vous allez recevoir un Mio. Parce que le quiz va être, c'est un exercice de modélisation. Donc, votre SQL développeur doit fonctionner. Vous lisez un document de consigne, comme on a fait, vous dessinez le modèle, vous allez écrire les clés de lecture et après ça, vous allez faire une remise sur Léa. Ça va? Donc, n'oubliez pas, quiz, mercredi. Alors, on va maintenant démarrer le cours de JavaScript. Donc, l'objectif pédagogique de ce premier cours-là, en fait, c'est assez générique. C'est de comprendre d'où ça vient, JavaScript, comprendre l'engin ou le moteur d'exécution de JavaScript et comprendre les avantages et aussi les limites de JavaScript. Donc, c'est quoi JavaScript? JavaScript, à l'époque, ça a été créé afin de rendre les pages web dynamiques. Autrement dit, quand le web a débuté, on avait des pages web statiques. Autrement dit, ce que vous avez appris dans votre premier cours. Tu dessines une page web, tu la mets sur un URL, elle est appelée, elle apparaît à l'écran. Puis là, on a voulu faire des petites animations, des menus, et ça a été la naissance de JavaScript. Les programmes en JavaScript, ils s'en vont dans une balise qui s'appelle script et peuvent être écrits directement dans la page web. Nous, à l'intérieur du cours, on va apprendre à garder nos programmes JavaScript séparés de nos fichiers HTML. Mais à l'origine, c'était intégré. Et là, je vais vous expliquer, malgré que la sonorité est pareille, JavaScript, l'un n'a pas beaucoup rapport avec l'autre. Hormis, effectivement, qu'il y a une syntaxe qui est assez proche. Hein? On appelle ça les langages de la famille C. Autrement dit, les if avec les parenthèses, les accolades ouvertes. Au niveau de la syntaxe, ça s'approche beaucoup de ce que vous avez fait en Java à venir jusqu'à maintenant. Mais le JavaScript n'a pas besoin d'être compilé. Il est interprété par votre navigateur. Et par là, moi, je parle du JavaScript client. Parce qu'à l'origine, JavaScript était un langage client. Il n'y avait pas d'interpréteur sur le serveur pour exécuter du code JavaScript. C'était fait pour animer des pages. Donc, y en a-tu d'entre vous qui ont entendu parler de Node.js? Des petites mains, juste un « ouais », non? Ah oui, Bartek a entendu parler de Node.js? Non, ah bon, Adam aussi. Node.js, c'est un interpréteur JavaScript qu'on met sur un serveur et dans lequel on peut exécuter du code. Donc, alors qu'à l'époque, ça a été fait seulement pour des applications d'avant-plan, aujourd'hui, JavaScript peut être écrit et sur le serveur et sur le client.
Donc, dans les couches qui sont exécutées dans le client, qui est un navigateur, là, ici, on a HTML, que j'ai vu que la plupart d'entre vous maîtrisez, somme toute, relativement bien. J'ai vu que vous étiez capable d'appliquer du CSS, all right? Et la dernière couche du standard web, c'est JavaScript. Donc, votre navigateur est capable d'interpréter du code HTML, du code CSS et du code JavaScript. Pour être précis, celui qui a inventé ça, c'est Brendan Eich de Netscape. Et parce que c'est au même moment à peu près que la naissance de Java comme langage, ils ont utilisé quelque chose qui s'appelle Mocha. C'était ça le nom. Mocha en référence aussi au café. Mocha, c'est un café avec du chocolat. Donc, ça s'est appelé Mocha. Et après ça, ça s'est appelé LiveScript. Et de LiveScript, c'est devenu JavaScript. Mais il n'y a rien de commun dans JavaScript et dans Java. C'était plutôt un coup marketing pour utiliser le nom Java parce que les programmeurs étaient habitués à l'entendre. JavaScript, aujourd'hui, c'est plus fait par un fabricant de navigateurs. Netscape, c'était un développeur de navigateurs et ils ne sont plus là aujourd'hui. Mais le langage leur a survécu et a été standardisé par ECMA International pour, et oui, vous allez voir, c'est assez étrange le nom, European Computer Manufacturers Association. Donc, l'Association des fabricants d'ordinateurs européens. C'est une organisation de standardisation en informatique et pas seulement d'équipement, comme son nom pourrait le laisser entendre. Donc, ECMA, si vous faites des recherches sur Google pour JavaScript standard, vous allez tomber sur ECMA Script. Parce qu'en fait, c'est ça, JavaScript. Donc, il y a eu beaucoup d'éditions de JavaScript et il y en a régulièrement. Donc, le langage grossit sur une base régulière. Dans le cas d'ici, on va dire que ECMA Script est venu au monde avec la version 5.1 en 2011. Vous avez vu, j'ai parlé SignalMore en 1995, et là, il y a eu plusieurs itérations. Une des plus populaires, ça a été la version 6. Il y a encore beaucoup de trucs là où est-ce qu'on utilise comme base la version 6. Et là, ça l'a introduit les déclarations de classe. Parce qu'avant ça, en JavaScript, il n'y avait pas de classe. En 2016, déclaration des variables avec des portées de blocs. Donc, et toute la programmation asynchrone. Parce qu'on va voir une des choses intéressantes en JavaScript, c'est le fait que c'est asynchrone. Donc, le navigateur n'est pas bloqué par l'exécution du code, mais c'est aussi ce qui le rend particulièrement difficile à apprendre. Parce que vous êtes habitué à lancer du code qui s'effectue ligne à ligne. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui part et qui va revenir dans le milieu de votre exécution. Alors, vous allez voir, il y a des petits défis à être à l'aise avec la programmation asynchrone. Chaque fois que vous faites une requête, vous devez comprendre que le navigateur n'y attend pas. Alors, on déclare des fonctions en callback qui fait que la fonction va être appelée quand la réponse va arriver et qui va donc briser la séquence traditionnelle d'exécution, qui est 1, 2, 3. On va voir ça. Ça a été... et là, ben, le async et await, la programmation asynchrone, finalement, a laissé place aux promesses. On va voir c'est quoi. C'est une façon plus élégante de déclarer notre programmation asynchrone. Puis là, ben, il y a eu 2 autres versions. Là.
Et il y en a eu une en 2020, il va en avoir une en 2021. Donc, le langage évolue à toutes les années. Pour pouvoir exécuter du code JavaScript dans le navigateur, ça prend un engin d'exécution. Il y en a eu plusieurs. Et avec la concentration des navigateurs vers Google Chrome, ben, il y en a aujourd'hui beaucoup moins. Alors, il y en a principalement trois. Parce que le premier que j'ai nommé ici, qui est Chakra, c'est pour Edge, la version avant 18. La version de Edge qui n'était pas un réemballage de Chrome. Donc, vous savez maintenant que Edge, c'est une compilation de Microsoft de Chrome. L'engin, le moteur, c'est quand on a Chrome, c'est V8. Si on a Firefox, c'est SpiderMonkey. Si on a Safari, c'est JS Core. Donc, il y a principalement trois engins clients d'exécution de code JavaScript. Et là, vous allez voir, c'est intéressant. C'est que si on regarde, entre autres, JS Core, ES5, qui est la version de JavaScript qui date de 2011. Ce n'est pas encore entièrement supporté par Safari. Et là, regardez, ES6, ça en vient ici, 2015. Même problématique. Tout n'est pas supporté. Les caractéristiques de S7, tous les navigateurs tous les engins les ont implantés. Et là, regardez ce qui se passe en avançant. Et c'est un peu l'avantage puis l'inconvénient d'avoir des standards qui avancent régulièrement. Et étant donné que tu n'as pas un compilateur, ben, dépendant où ton code va s'exécuter, ben, tu dois comprendre qu'il y a des trucs qui vont fonctionner en Chrome qui ne marcheront pas en Firefox. Et des fois, vice-versa. Donc, ce qui se passe, quand on charge une page, ben, le code HTML est chargé. Le code GSS, le CSS se charge et modifie l'apparence du code HTML. Et dans un troisième temps, le code JavaScript arrive et est interprété. Et lui aussi peut venir modifier l'habillement de la page. Plus spécifiquement, qu'est-ce qui se passe quand le moteur JavaScript reçoit votre code? Bien, dans un premier temps, puis là, vous allez comprendre quoi? JavaScript, ça n'accélère pas une page web. Hein? Le code est pris ici à la petite page jaune, et après ça, il est interprété, il est brisé en petits nœuds qui comprend les mots-clés du langage. Après ça, ben, il en fait un arbre syntaxique, génère le bytecode. Puis là, vous remarquez peut-être qu'en Java aussi, vous roulez en bytecode. C'est quand même proche. C'est l'idée, c'est de préparer le langage humain à l'exécution par une machine. Après ça, il est optimisé puis compilé pour les diverses plateformes. Hein, est-ce qu'il y en a ici, à part moi, qui ont un Mac M1? As-tu? Je suis tout seul? OK. Il y en a-tu qui ont un Raspberry Pi? Personne? Il y en a-tu qui ont d'autres choses qu'une machine Intel? Y a-tu quelqu'un qui a une tablette Apple? Moi. Ah! Eh bien, dans ce cas-là, on voit que le même engin va compiler le code pour les processeurs ARM. Donc,
Ton langage JavaScript, lui, ne change pas, mais le travail qui est fait par le compilateur, selon la plateforme sur laquelle tu vas déployer, il va s'occuper de compiler ton code en langage exécutable pour le CPU sur lequel roule. Support des navigateurs. Et le site web ici s'appelle Can I Use? Et Can I Use vous dit, puis là, en fait, ce n'est pas seulement pour le JavaScript, c'est aussi pour le CSS. Et là, vous pouvez même comparer des versions de navigateur. Pour des caractéristiques. Et là, vous voyez, pour la fonction drag and drop, quand c'est rouge, là, c'est pas supporté. Safari sur iOS, avant d'intégrer la plateforme, avant de faire ton programme, si tu veux déployer sur du iOS, tu vois bien que le drag and drop, c'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, c'est ce qu'on appelle la fragmentation des plateformes. C'est qu'étant donné que le langage évolue rapidement, le temps après ça que chacun des fabricants de navigateurs adopte son engin, ça peut prendre du temps. Donc, quand tu développes quelque chose que tu vas déployer et que tu veux utiliser des fonctionnalités avancées de JavaScript, il faut que tu viennes regarder ici. Et même, c'est la même chose avec les CSS. Donc, qu'est-ce que peut faire JavaScript dans un navigateur? Puis là, vous comprenez que je rajoute toujours dans un navigateur parce que maintenant, il y a deux familles d'engins JavaScript. C'est le même langage, mais il y a la plateforme qui roule sur le serveur, Node.js, et il y a la plateforme qui roule dans le client, dans le navigateur. Et ils ne font pas toutes les deux la même chose. Vous comprenez que si tu roules sur un serveur, tu n'es pas dans un navigateur. Ça veut dire que tu ne peux pas modifier des tags HTML. Hein? Ils ne sont pas là. Tu n'as pas de navigateur. Tu exécutes du code dans un environnement serveur. Donc, on comprend bien qu'on n'a pas, malgré que le langage soit pareil, l'application, l'interface de programmation de l'application, en anglais, le API, n'est pas le même du tout. Donc, dans un navigateur, premièrement, JavaScript peut ajouter ou modifier du code HTML de la page et même les styles. Et là, vous me dites, mais dans ce cas-là, en quoi est-ce que le CSS et le JavaScript sont différents? Théoriquement, tout ce que tu peux faire en CSS, tu peux le faire en JavaScript. Parce que ton JavaScript peut modifier toutes les propriétés de ton code HTML. C'est par souci de séparation de la tâche qu'on a l'HTML, le CSS puis JavaScript. Parce que théoriquement, tu pourrais avoir un programme JavaScript qui crée la page dynamiquement, qui n'existe pas, et qui la formate. Et ça, on appelle ça le DOM.
Document Object Model. Le DOM, c'est la page HTML à l'intérieur de ton navigateur. On est habitué de voir une page HTML comme un assemblage de graphiques et de textes. En fait, dans la tête du navigateur, c'est une structure hiérarchique où le haut, c'est le document. Après ça, tu as qui se divise en dessous le body puis le header. Puis à l'intérieur du body, ben là, tu as tes header 1, tes paragraphes, etc., etc. Donc, ce que vous avez appris comme étant des balises HTML viennent se retrouver dans votre navigateur comme un modèle que vous allez pouvoir modifier avec JavaScript. Et c'est comme ça qu'on va mettre du texte à l'intérieur d'une page. On va modifier la page HTML par du code JavaScript. On peut aussi réagir aux actions de l'utilisateur. Donc, le code JavaScript peut écouter pour des clics de souris, peut vérifier la position de la souris, peut capturer les touches qui sont saisies. Et nous, on va faire ce qui est en premier, modification du DOM, et deuxièmement, on va apprendre à envoyer des requêtes sur des serveurs à distance. Ben là, dans notre cas, à nous, ça va être sur un serveur qui est dans notre machine virtuelle. Et on va utiliser des technologies qu'on appelle REST et AJAX. On peut aussi définir des cookies, poser des questions aux visiteurs, faire ouvrir une page de dialogue et on peut stocker de l'information localement sur le poste client, pas seulement avec un cookie, mais avec quelque chose qui s'appelle du stockage local. Donc, les API disponibles à JavaScript, c'est parce que le langage JavaScript, s'il n'entre pas en interaction avec le navigateur, ben, il peut faire quelque chose, mais il ne peut pas réagir à rien. Puis il ne peut pas modifier rien. Tu aurais un langage. Et pour toucher à l'affichage ou pour capturer le mouvement de souris, ben, c'est avec ce qu'on appelle l'API, l'interface de programmation de l'application. Ce sont des morceaux de code qui sont exposés de votre navigateur vers le langage JavaScript. Et tu vas être capable de te servir de ce code-là un peu comme tu es capable d'appeler un print en Java. Ça t'est fourni, tu peux t'en servir. Ce sont des outils qui t'isolent. Donc, c'est un peu des bouts de code Lego qu'on va d'ailleurs nous servir et pour les combiner, pour modifier les pages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux grandes familles d'API. Premièrement, les API du navigateur. Ça, c'est celui dont on va se servir pour modifier l'affichage. Je vais nous permettre de modifier le DOM. Et il y a aussi des tiers parties qui en font, qui développent du code, par exemple, qui va s'occuper de faire des requêtes puis de les ramener. On arrête ici, on va en nommer des API qui font partie intégrante du navigateur web. Premièrement, je l'ai dit souvent, tu as l'API du DOM. Donc, à toutes les fois que tu veux changer la couleur d'une page, faire afficher une liste, mettre quelque chose en bold, on va utiliser l'API du DOM. SetValue, GetValue, ce sont tous des API. Ça ne fait pas partie du langage JavaScript, mais c'est des morceaux qui, si tu n'avais pas, ben, ton JavaScript ne pourrait pas parler au navigateur. Ensuite, tu as l'API de géolocalisation. Quand tu te promènes sur certains sites, tu as souvent
une petite boîte de dialogue qui apparaît qui dit « Permettez-vous au navigateur de localiser où vous êtes? » Ben, c'est l'API de géolocalisation qui permet de demander au navigateur c'est quoi son emplacement. Tu as aussi les API de Canva et de WebGL dans lesquels tu peux faire de l'animation. Dans le cadre du cours ici, on ne fera pas d'animation, mais JavaScript est quand même très étendu pour permettre de faire de l'animation. Et tu as les API d'audio et vidéo, entre autres, pour contrôler l'affichage. Puis avec HTML5, il y a l'affichage direct de vidéo à l'intérieur d'HTML. Les API tiers, dont je vous ai introduit tantôt, ne font pas partie de votre navigateur. Tu dois aller les chercher ou les appeler à l'aide d'un URL. Les deux probablement les plus connus, c'est l'API de Twitter, où tu peux te connecter et faire afficher à peu près n'importe quoi sur Twitter. Et tu as aussi l'API de Google Maps que tu peux utiliser pour, dans ton site, faire une fenêtre et aller mettre une carte. Et naturellement, on ne touchera pas à ces API-là, mais je vous dis qu'ils existent. Donc, ça, c'est important. JavaScript, ça a des limites. Et ces limites-là sont souvent là pour sécuriser le navigateur. Parce que vous comprenez, vous exécutez du code qui a été écrit par des développeurs que vous ne connaissez pas. C'est une chose d'exécuter Microsoft Word sur votre ordi. Vous pouvez ne pas avoir confiance en Microsoft, mais vous savez c'est qui. Mais dans le cas où vous êtes sur un site web XYZ, votre navigateur exécute du code à votre insu. Il ne vous demande pas la permission pour exécuter du code. Il l'exécute. Et si on regarde, pour vous donner une petite idée, je vais ouvrir une page. Moi, j'ai un outil de sécurité qui s'appelle NoScript. J'exécute un site que tout le monde connaît qui est Omnivox. C'est le fun. Omnivox n'ont pas beaucoup de code à l'extérieur d'eux. On va aller voir CNET. Ça, c'est tout le code JavaScript qui est appelé par cette page-là. Et les URL d'appel du code JavaScript. Et si, pour le moment, je ne permets pas d'exécuter le code, excusez, là, si je fais juste tasser ça par là, j'enlève le droit d'exécuter le code JavaScript. Je me demande bien de ce que va avoir là la page. Oh non, excusez. Not trusted. Donc, cet outil-là me permet à moi de dire c'est quoi le code JavaScript que je veux laisser mon navigateur exécuter. Bon, on les a à peu près tous éliminés. On va recharger la page. Et là, vous voyez, en ne permettant pas à CNET
de s'exécuter, je ne vais pas aller tout chercher le code JavaScript qui appartient à tout plein de trucs. Donc là, en ce moment, ma page n'a plus aucun code JavaScript. Ce qui veut dire que mes boutons ne fonctionnent plus. Ça ici, c'est une vidéo, il ne fonctionne plus. Ça non plus. Les seules choses qui vont marcher, ce sont les hyperliens. Alors, vous ne saviez pas, ou peut-être qu'il y en avait d'entre vous qui le savaient, mais quand vous exécutez une page, il y a un ensemble. Tu sais, moi, les cookies, j'aime pas ça. Je pourrais le laisser pas là. Là, on va voir, je fais juste réactualiser 2 sites que je laisse passer. Là, probablement que le JavaScript du bouton ici va s'exécuter. Ouais. Et là, on va pouvoir regarder tout ce que je n'ai pas donné le droit. Et là, regardez, là, je suis sur CNET. Et eux, ils appellent du code d'Amazon pour me présenter des annonces. C'est bien ici que je ne connais pas. Cohesion. Double-click que je connais, mais que je ne veux pas laisser passer. Et chaque fois que j'en laisse passer un peu plus, vous allez voir, il y en a d'autres qui vont vouloir charger. Parce que les scripts appellent ton script, qui appellent ton script, qui appellent d'autres scripts. Alors, quand vous exécutez une page dans Chrome, moi je vais utiliser Chrome parce que je le déteste tout particulièrement. Tu ne sais pas, là, qu'est-ce que tu as chargé. Il n'y a rien qui te dit ce que tu exécutes, puis d'où ça vient. C'est sûr, on va apprendre à regarder en arrière mes outils de développement. Et là, en quelque part, on peut voir le code source qui s'exécute. Alors, quand vous ouvrez une page web aujourd'hui, je vous le dis, vous ouvrez une canne de verre. Ça lance de l'exécution de code, là. Et ça ne vous demande pas permission. Pourquoi? Parce que, entre autres, JavaScript ne peut pas accéder directement à votre système d'exploitation. Donc, les fichiers que tu as de stocker dans ton répertoire Mes documents, JavaScript ne peut pas y accéder, en tout cas, directement. Ça fait partie de la litière, le sandbox, qu'on met autour du navigateur. Ne peut pas non plus directement accéder aux fichiers. Bon, système d'exploitation, on a tout l'API des systèmes d'exploitation. Et théoriquement, du code JavaScript, ça ne peut pas sortir de la fenêtre dans laquelle c'est pour aller vers d'autres fenêtres et manipuler le contenu de ton navigateur. Sauf celles qui sont sur le même site qu'elle, donc sur le même nom de domaine en haut. Et ça ne peut pas accéder à d'autres domaines à moins d'une entente Cross-Origin Resource Sharing. Et
c'est ces limites-là qui, lorsqu'ils sont transgressées, vont exécuter du code JavaScript malicieux. Parce que vous avez vu tantôt dans l'explication que je vous ai donnée, JavaScript, ça peut lire tes touches. Oh, mais si ça peut lire mes touches, est-ce que ça peut lire le mot de passe que je vais saisir? La réponse, c'est oui. Il y a du code JavaScript qui peut lire ton mot de passe. Et c'est pour ça qu'il y a des politiques pour empêcher le code JavaScript de lire à l'extérieur de sa coquille. Parce que là, on peut s'imaginer que du code JavaScript malicieux pourrait théoriquement lire les touches que tu tapes dans l'onglet qui te permet de faire un transfert interact. Et ce sont des politiques qui le restreignent. Et là, ben, moi, je veux vous sensibiliser au fait que en JavaScript, tout ce qui est dans le navigateur, c'est ce qu'on appelle fair game. Tu dois comprendre le niveau de risque. Et c'est pour ça qu'il faut que tu tiennes ton navigateur à jour. Et les sites pas fréquentables, tu ne devrais pas les fréquenter avec ton navigateur régulier. Donc, je l'ai mis ici en illustration. Donc, théoriquement, le langage JavaScript ne donne pas accès au très bas niveau dans ton ordinateur. Bonne nouvelle. Un script ne peut pas accéder à un autre onglet. En tout cas, pas de façon intentionnelle. Mais c'est important de comprendre que quand il y a des problématiques, ça peut arriver. Là, il est 11 heures. On a présenté le TP, on a commencé l'intro sur JavaScript. Je vais vous donner une pause de 10 minutes et de retour à 11h10. Ça vous va? Eh bien, on reprend. Alors, donc, on voit ici que ce que peut faire un script lancé sur, ici on a un exemple, javascript.info, peut exécuter ou afficher des pages sur le même nom de domaine. Et on va voir ici ce qu'est le Cross-Origin Resource Sharing, ce qui permet de, si on veut, là, qui est une espèce de traduction libre, j'ai eu de la misère à trouver une belle traduction. On a ici un écran de téléphone cellulaire. Ça prend de l'imagination, mais c'est ça que c'est. Qui va aller faire un get, donc aller chercher de l'information sur un site web qui porte le nom de domaine A. Il va chercher la page principale, il va chercher le CSS et il va aller chercher une image qui va afficher dans la page. Et si là, ici, il n'y aura aucune restriction. Donc, quand ton navigateur va chercher une page web d'un site, tout ce qui se charge de ce site-là, les JavaScript, les images, le CSS, d'autres pages, c'est défini comme ayant la même origine et c'est permis. Par contre, j'ai ici un autre canevas qui va chercher des éléments du domaine
B. Et là, si ça, c'est permis ou pas, c'est à l'aide d'un cross-origin resource sharing que ça va être fait. Par défaut, c'est désactivé. On n'ira pas très loin là-dedans, vous pourrez lire, ce n'est pas particulièrement simple, mais vous devez comprendre que ici, il y a des trucs que je peux aller chercher ailleurs, mais c'est toujours contrôlé par une ressource qui s'assure que les permissions sont données pour le partage. Mais ça se fait tout de façon très insidieuse. On ne l'a pas vu, tout ce qui chargeait tantôt, je vous l'ai montré, à l'aide de nos scripts. Donc, vous devez comprendre qu'il y en a quand même beaucoup de trucs qui sont permis grâce aux cores. C'est quoi l'avantage d'avoir JavaScript dans notre navigateur? C'est que c'est entièrement intégré avec vos pages HTML et votre CSS. C'est fait relativement simplement et tous les navigateurs, en fait, qui roulent par défaut, que vous avez sur votre téléphone, sur votre PC, sur vos tablettes, ont à peu près tous un engin JavaScript et il est activé par défaut. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise NoScript. Ça désactive par page et par nom de domaine et c'est moi qui me rend responsable de dire oui, je veux permettre à tel nom de domaine de se charger. Langage au-dessus de JS. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont entendu parler du langage TypeScript. Ça vous dit-tu quelque chose? Petite main, petit pouce. Personne? OK. Ah, bon, Martin. Ce que reprochent beaucoup de gens au langage JavaScript, c'est qu'il n'est pas typé. En fait, les variables, par défaut, ne possèdent pas de type. Donc, tu peux y mettre un nombre, après ça un caractère, après ça une chaîne de caractères, puis il va tout accepter et tu n'auras pas d'erreur. Et pour des gens qui viennent de Java, vous comprenez que c'est assez déroutant et que ça peut faire place à des erreurs importantes. Alors, Microsoft a développé TypeScript pour permettre, entre autres, de typer les variables. Il y a quand même beaucoup d'autres choses à l'intérieur de TypeScript, mais à l'origine, le but principal, c'était de permettre de valider que toutes les variables étaient typées. Par contre, TypeScript, vous ne l'avez pas dans votre navigateur. Tu te dis, mais comment je peux faire dans ce cas-là pour exécuter du code TypeScript dans les utilisateurs où je vais déployer mon application alors que la seule chose que le navigateur comprend, c'est du JavaScript. C'est quelque chose qu'on appelle la transpilation. Puis là, je n'entends pas par là des poils. Non? La transpilation, compiler, c'est d'amener ça dans un langage plus bas. Vous savez tous comment compiler du Java. Hein, vous utilisez NetBeans ou vous utilisez IntelliJ, vous générez le bytecode, vous l'exécutez. TypeScript, on ne veut pas forcer tous les utilisateurs à se télécharger, par exemple, un engin TypeScript pour leur navigateur. On veut que notre code TypeScript s'exécute dans le navigateur comme si c'était du code JavaScript. La transpilation va prendre votre code TypeScript, va le mâcher et va en faire du code JavaScript pour le navigateur. Donc, si un jour vous faites des projets en TypeScript, toi, tu codes en TypeScript, tu compiles, mais en fait, tu ne compiles pas. Tu transpiles.
tu prends ton langage TypeScript et par une opération, tu vas en faire du JavaScript qui va être interprété dans le navigateur. Il y a aussi Flow, qui est un langage qui roule dans le navigateur et qui se transpile. Autrement dit, tu rédiges ton code en Flow, puis quand tu le transpiles, ben, ça crée le JavaScript équivalent qui va pouvoir s'effectuer dans le navigateur. Donc, inspecte éléments. Naturellement, on ira. J'ai-tu une page qui s'appelle Bug que je ne vous ai pas donnée? Si je vais fermer ça. Et non, j'ai mis. Oh, la bonne. Ah oui, il est ici. Bon, je vous le donne. On va le zipper. Et je vais le déposer sur les. Je vous l'ai mis ici, Labo 9. Et on va ouvrir la page qui s'appelle Bug en la draguant tout simplement dans le navigateur. Et là, vous me dites quand vous avez pu ouvrir la page. Il devrait y avoir quelque chose qui a l'air de ça. Il y en a dessus qui n'ont pas été capables d'ouvrir la page. OK. Un coup que la page est ouverte, faites F12. Ou View, développeur, inspecte éléments. Et là, ce que vous avez ici, c'est les outils de développement. Ici, vous avez ce qu'il y a dans la page. Et si vous ouvrez, vous allez vous rendre à bug.html et vous allez voir ici que j'ai un code, des balises script, et j'ai mis dedans la. Puis là, ben,
votre navigateur ne sait absolument pas quoi faire avec la. Donc, vous avez une erreur de script. Et ça, c'est ce que moi j'ai mis ici et c'est ce que vous voyez là. Donc, première chose qu'on vient d'apprendre, c'est que on a la balise script et c'est là-dedans qu'on va mettre du code JavaScript. Et l'outil dont on va se servir, c'est inspect élément. L'inspect élément, d'ailleurs, me permet aussi de le faire à l'envers. Je peux cliquer sur un élément sur la page en allant sur la petite souris ici et en cliquant dessus, il va venir me positionner dans mon code HTML. On voit mon code HTML. On est dans le body. Si on se tasse encore de 1, vous devriez voir la console. Et la console, c'est là où on va aller interagir avec quelque chose qui n'est pas le DOM. Parce qu'en JavaScript, faire de l'affichage, c'est pas simple. Il faut manipuler le DOM, ce qui rend ça pas mal compliqué. Fait que quand on veut juste faire un peu de code, ben on va se servir de la console JavaScript pour aller placer du code, pour nous permettre d'apprendre un peu JavaScript. Et là, on va aller modifier notre page ou charger la page Bonjour que vous devriez avoir dans ce que je vous ai donné et on va aller l'afficher. Et là, théoriquement, là, il devrait vous apparaître une petite boîte de dialogue. On la fait réexécuter. Hop. Bonjour le monde. Et hop. Et allez voir le code. F12 ou inspect élément. On revient sur l'élément. Et là, vous avez vu comment la page est composée. Alors, j'ai mon body, j'ai un paragraphe avant le script et j'ai un script. Et c'est le code JavaScript. Alerte pour ouvrir une boîte de dialogue et bonjour le monde passé en paramètres, c'est ce qui va se trouver dans la boîte de dialogue. Alors, premier programme JavaScript dont c'est vous qui avez un peu contrôlé ce qui se passe. Mais vous voyez que quand vous mettez le script directement dans la page, premièrement, dans une page complète, vous allez voir que ça vient rapidement mêlant. Et deuxièmement, si tu le places comme ça, tu n'as pas de contrôle sur le code. Quand est-ce qu'il s'exécute? Au moment du chargement de la page. Alors, on a maintenant créé ou exécuté notre premier programme JavaScript. Et je ne trouve pas ça particulièrement pratique d'être obligé de... On est ici. Et là, ben, modifiez-le, par exemple. Ouvrez-le avec Visual Code. Et on va aller changer le message d'alerte.
Donc, modifiez votre alerte. Réexécutez la page. Alors, notre premier petit programme JavaScript, on l'a fait en modifiant la balise script. Donc, le code qu'on a fait quand on fait une balise script, c'est ce qu'on appelle du inline JavaScript, du JavaScript directement dans l'HTML. Pour nous permettre ici de l'exécuter à l'externe, on fait tout simplement, on rajoute la propriété SRC et on dit où aller chercher le code. Et quand on fait ça, le code réside à l'externe. Donc, si on retourne dans le petit labo neuf, ceux qui l'ont et là, je vous suggère, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu travailles avec Visual Studio Code, tu peux ouvrir un répertoire au complet. Donc, ça permet plus de se promener dedans. Et là, ici, j'ai créé un fichier qui est l'alerte. Et au lieu d'appeler alerte, ça ici, c'est du JavaScript, je fais un console log. Et ça, j'ai dû mettre ça dans mon index. Ah non, on ne l'a pas encore mis. Donc, ma page à date fait un SRC égale alerte.js. Qu'est-ce que ça fait si j'ouvre ça dans mon navigateur? Excusez, je la prenne à partir de où j'ai-tu encore mon live dessus? Ah oui, j'ai mon beau live. Oups. Oh, il va me partir malheureusement mon autre navigateur, mais ça va faire l'ouvrage. Je vais mettre ça en accent. Est-ce qu'il y en a d'autres que moi qui ont Go Live comme extension? Le côté le fun de Go Live, c'est que ton code, tu le fais ici et automatiquement, il t'ouvre un onglet, il crée un petit serveur sur le port 5005 ici pour rouler le code que tu as généré. Et là, vous voyez mon code JavaScript, ce n'est pas généré. Je vais laisser passer 127.0.0.1 et on va pouvoir aller voir avec F12 qu'est-ce qui s'est passé. Console. Et voyez-vous, là, je suis à la console. Si je réexécute, bonjour les amis et vous mes étudiants. Et ça vient de alerte.js. J'aurais pu aussi faire ça. Copier dans le Chrome que j'avais. Ça va peut-être être plus facile pour vous autres de vous connaître. Console. Bonjour les amis et vous mes étudiants.
Donc, je reviens. La façon de charger un fichier JavaScript externe, c'est de rajouter l'attribut SRC à la balise script. Et pour charger des librairies externes, ce qui est très commun, ici j'en ai une qui s'appelle Lodash. Ça va souvent être comme ça. Puis là, vous vous dites peut-être pas, ben c'est quoi ça? Lodash, soyons pas timides. Allons voir qu'est-ce qu'on se fait dire sur. Alors, Lodash, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie qu'on peut appeler CDN, c'est Content Delivery Network. Soit qu'on la télécharge et après ça, qu'on fasse ça, ou qu'on la prenne à partir d'un URL. Là, ben, à quoi ça sert Lodash? Ben, c'est une librairie qui rend que c'est plus facile de travailler avec des arrays, des numbers, etc., etc. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les librairies, on peut les charger ou les prendre à la volée sur un autre site. Je ne suis pas obligé d'avoir le code sur mon site. Je peux pointer vers un autre site. Bon, on va commencer en JavaScript et faire. Ça, c'est Visual Code. Je vais juste l'écrire devant. Alors, vous devriez être capable de faire l'alerte. Alors, premièrement, on ouvre notre Visual Studio Code. Et vous pouvez ici, dans Visual Studio Code, lui dire que vous faites une page HTML. Et si tu lui as dit que tu as de l'HTML, tu peux choisir HTML5. Et là, toute la structure de ta page s'affiche. Tu n'es pas obligé de la faire. Il fait ton header automatiquement, puis il t'amène dans ton body. Puis on va sur un paragraphe. Je choisis le script. Et là, entre les deux, et je vais donner un petit nom à ma page. Appelons-la test. Et si tu as Go Live, tu cliques dessus et il t'amène automatiquement ta page. Ceux qui ne l'ont pas, Go Live, là, je peux vous montrer l'extension. Qu'est-ce que sont ces extensions? Extension. C'est Live Server, si je me rappelle. Ici. Live Server.
Et l'avantage qu'on a avec le serveur, si on regarde ici, non, l'autre page. Si je suis en test, go live. Et vous voyez, un coup que Go Live est parti, l'avantage que là, cette extension-là, c'est que toutes les modifications que je fais ici sont chargées dynamiquement. La page se recharge. Alors là, ce qu'on a fait, c'est on a fait du code JavaScript en ligne. On aurait pu aussi faire un console. Log. Mon premier message à la console. Oups, et je ne sais pas pourquoi j'ai remonté cette parenthèse-là. Et vous pouvez faire afficher View. Mon premier message à la console. Donc, on connaît maintenant deux lignes JavaScript. Console.log qui log à la console et alerte qui fait afficher une boîte. Maintenant, ce qui serait le fun, c'est que au lieu de mettre le code inline, qu'on appelle un fichier JavaScript qui va contenir le code. Donc, on revient ici dans Visual Studio. On va créer un. Là, en bas à droite, là, on choisit, au lieu de plein de texte, mettez JavaScript. JavaScript. Et là, ben, vous pouvez simplement prendre le code qui était ici, CTRL-X, et l'amener et le sauvegarder. Si vous avez ouvert le répertoire, il va vouloir nous le mettre là. Moi, je voulais qu'il s'appelle test.js. Et là,
J'ai dit qu'on faisait SRC égale. Puis là, on va prendre notre test.js. Et étant donné qu'il est dans le même répertoire, je n'ai rien d'autre à faire. S'il se trouvait sur un répertoire plus haut, plus bas, c'est comme le CSS, là, j'utilise les points relatifs. Donc, on va faire notre sauvegarde parce que là, on l'a déplacé. Je suis dans mon HTML, j'ai fait la sauvegarde de mon JS, et là, je n'ai plus de code. Je n'ai plus de JavaScript dans mon HTML. Je lui dis juste de charger un fichier externe. On va voir s'il fonctionne encore. Je vais recharger ma page. Et là, on va s'assurer que non, ça, c'est le code qui a été injecté par mon live server. Script égale test.js. Et à ma console, j'ai eu mon premier message à la console. Là, on va s'assurer que c'est ça qui se passe. On va modifier test.js. Puis on va dire provient de test.js. N'oubliez pas de sauvegarder. Mon premier message à la console provient de test.js. Donc là, on a un environnement de développement super dynamique parce qu'avec le petit live server, toutes les modifications que je fais à mon projet sont disponibles ici dans mon navigateur. Donc, on a fait ça ici. On a effectivement fait une page HTML, on y a passé un alerte, on l'a envoyé dans un tiers, puis on a même fait un console log. Donc, dans un fichier JS, tu peux avoir autant d'instructions JavaScript que tu veux. Tu peux avoir 1000 de long et habituellement séparé par un point-virgule. Chaque instruction est généralement écrite sur une ligne distincte pour aider à la lisibilité. Ce n'est pas obligatoire en JavaScript, pas plus que le point-virgule est obligatoire. Dans mon cours, c'est obligatoire. Tu mets un point-virgule à la fin de la ligne et tu débutes une autre ligne quand tu fais une deuxième ligne de code. Je ne rentrerai pas là-dedans, il y a un grand débat. Est-ce qu'on doit ou pas mettre des points-virgules? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ce ne l'est pas? Moi, ce que je dis, c'est que nous qui sommes habitués de travailler en Java, un point-virgule, c'est un bon séparateur, ça se travaille bien. Pour mon cours, c'est obligatoire. Les commentaires, // et /étoile. Puis, tu peux commenter une ligne de code avec contrôle / en VS Code. Si je me souviens bien, je voudrais commenter ça. Tu contrôles comment, je ne m'en souviens jamais. / et où. Ici. Oui, je pense que c'est comment / où. Ah oui, il est fait. Et voilà. Là, j'étais en HTML. Il m'a fait un commentaire HTML. Oh, c'était ça que je voulais. Je vais pas ouvrir un deuxième onglet. Et en JavaScript, ça va être la même chose. Contrôle / ou commande /.
C'est commande slash. Donc, quand tu veux commenter une ligne de code, contrôle barre oblique, décommenter, contrôle barre oblique. Même chose ici, contrôle barre oblique. Donc, ça nous permet, si tu fais une modification, la mettre en commentaire, ben, on vient d'apprendre comment rapidement mettre en commentaire. Donc, question de révision, on va faire ça au prochain cours. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, soit sur la matière qu'on a vue aujourd'hui, sur peut-être les extensions à VS Code ou sur le TP avant qu'on termine le cours d'aujourd'hui? Eh bien, ça m'a fait plaisir de vous donner un cours. On se voit mercredi. La première heure sera pour le quiz 3, qui est un quiz de modélisation. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci, bonne journée. Merci.